question, merci. Je voulais vous en parler de l'autonomie et de l'économie. On parle beaucoup d'argent ce soir, et je voudrais dire une phrase qui serait attribuée à Geronimo, un chef amérindien, amérindien des Apaches, qui disait: quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poison aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Ça m'interpelle, vous avez fait récemment une vidéo qui parle justement de la disparition des insectes sur la planète. Plus lointainement, vous parlez aussi de permaculture. On est dans un pays agricole, même une région très nourricière pour la France. Ma question est assez simple. Comment instaurer la permaculture en France et en Bretagne? Et comment préserver cet environnement qui se meurt? Je vous remercie pour cette question qui effectivement nous permet de changer, de quitter un peu le monde bancaire et pour revenir à d'autres choses. J'ai eu la gentillesse de citer, et j'ai fait effectivement récemment une vidéo que ceux qui ne l'ont pas vue, je les invite à aller la regarder. C'est qu'on a appris il y a quelques jours, il a eu la publication d'une étude australienne qui a été faite en recension de 73 études scientifiques à travers le monde occidental et qui montre qu'il y a une diminution dramatique du nombre d'insectes dans le monde occidental. La biomasse des insectes en Europe a diminué actuellement au rythme de 2,5% par an et a donc diminué d'environ 75% en 30 ans. C'est absolument tragique. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait plein de papillons partout. Quand je ne sais pas un souvenir uniquement parce que j'avais 7 ou 8 ans. Il y avait plein de papillons. Le soir, quand on roulait en voiture, il y avait plein de moustiques qui s'écrasaient sur le pare-brise, etc. Maintenant, il y en a de moins en moins. Et c'est confirmé par les statistiques, puisque donc, la biomasse a disparu, a diminué de 75%. La diminution des insectes a deux conséquences majeures. Trois conséquences. C'est qu'un certain nombre d'insectes contribuent à fertiliser les sols. Je renvoie aux travaux de Lydia et Claude Bourguignon, avec le travail du sol, avec aérer le sol, etc. Deuxièmement, ils font de la pollinisation. Il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent les fleurs, et ils contribuent à la chaîne alimentaire. Et troisièmement, ils contribuent aussi à nourrir d'autres animaux, en particulier des reptiles ou des amphibiens, mais aussi des oiseaux. Et on a appris dans cette étude que le nombre d'oiseaux en Europe aurait diminué au cours des 30 dernières années de 400 millions d'oiseaux en moins. Donc, ce qui le cri d'alarme, c'est que si on continue comme ça, à horizon de 50 à 100 ans, il pourrait ne plus y avoir d'insectes du tout, avec des conséquences peut-être irréversibles sur l'alimentation humaine ou sur la flore et la faune, le nombre d'oiseaux, donc en fait la vie sur Terre. Et c'est une des conséquences qu'il faut sous-estimer. Alors la question, c'est d'où viennent les causes de ça? Alors les causes qui ont été décelées, c'est quand même d'abord et avant tout les engrais, les pesticides, la modification de l'environnement, en particulier par exemple en France, la destruction des haies, qui étaient des nids avec une très grande diversité d'espèces, notamment d'insectes. Donc tous les champs, des petits champs avec les haies, tout ça, étaient des conservatoires d'insectes. Ça, plus les pesticides, les engrais, les polluants de toute nature, la destruction des habitats aussi. Vous savez que la macadamisation accélérée de la France, la création de plus en plus de zones commerciales, etc., dans toutes les banlieues de toutes les grandes villes, puis les villes moyennes, puis les petites villes de France, d'ailleurs au détriment des villages. Il y a des centaines d'hectares qui chaque année sont macadamisés. Donc progressivement, la partie réservée aux espèces d'insectes, des oiseaux, etc., se réduit comme peau de chagrin. Alors la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a un cri d'alarme, mais qu'est-ce qu'on fait? Et qui est responsable?
Je note d'ailleurs que dans leur étude, ils montrent que le réchauffement climatique, qui, comme vous le savez, est une notion qui parfois est sujette à caution, puisque tout le monde ne l'accepte pas. Il y a des signes scientifiques qui nient l'existence du réchauffement climatique. Mais en tout cas, même s'il existe, ça ne serait responsable qu'à hauteur de 5%. C'est-à-dire que les 3/4 des explications de la disparition des insectes, c'est en fait tout ce que je viens de vous dire. Tout ce que je viens de vous dire, c'est quoi? C'est en fait le résultat de l'hyperproductivisme imposé au monde agricole, l'hyperproductivité imposée au monde agricole, et puis également le triomphe de l'urbanisme commercial, c'est-à-dire la destruction des petits commerces, l'extension généralisée des zones commerciales, la macadamisation globale. C'est-à-dire, en fait, au bout du compte, vous en arrivez, si vous remontez la chaîne, l'existence de très grands groupes financiers qui, à la fois, tiennent de plus en plus la grande distribution. Il suffit d'ailleurs de voir comment, dans des villes moyennes, je ne sais pas ce qu'il en est ici à Brest, mais à Paris, le nombre de petites supérettes qui ont disparu au profit comment dire, Carrefour Market, parce que par ailleurs, je était en américain, c'est-à-dire des supérettes qui dépendent d'un grand groupe comme Carrefour, comme Auchan, qu'on retrouve maintenant à tous les coins de Paris, ce qui est tout à fait nouveau. Et puis, évidemment, surtout, l'agriculture hyper productive. Pourquoi y a-t-il une disparition des haies? Parce que les exploitations sont de plus en plus grandes. Pourquoi les exploitations sont-elles de plus en plus grandes? Parce qu'elles sont en concurrence avec les exploitations immenses que l'on trouve notamment aux États-Unis, au Canada, etc. Et avec le fait, vous savez, le projet de TAFTA ou de CETA, c'est-à-dire que la construction européenne impose que l'agriculture devienne soit en permanence confrontée à la course au profit, en fait, imposée par les grands céréaliers du monde, les grands producteurs de viande, etc. etc. Donc là, le drame qui se noue, c'est qu'il y a un vrai choix de civilisation, et je trouve que vous avez pointé parfaitement du doigt. Il y a le choix de civilisation. Actuellement, de plus en plus de Français se tournent spontanément, justement, vers les produits bio, au minimum l'agriculture raisonnée, les produits bio, parce qu'il y a un souci d'authenticité, de vérité, de véracité que les Français recherchent. Et je pense que ça, c'est un tournant civilisationnel. C'est que je pense que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, on va voir peut-être, il faut l'espérer, que de plus en plus de gens se détournent d'un mode d'hyperconsommation pour rechercher une certaine, parcimonie dans la consommation qui irait de pair avec une plus grande authenticité. C'est vrai dans tous les domaines, mais pas seulement en matière agricole. S'agissant de la permaculture, vous me rendrez, je crois, vous serez d'accord avec moi, je crois que j'ai été, pendant la présidentielle, le seul candidat à en parler, à mentionner ça dans mon programme. Bon, c'est un petit peu un phénomène de mode, je ne suis pas sûr que ce soit toujours rentable, et ce qui est absolument certain, c'est que je pense qu'il faudrait aider les jeunes à s'installer à la campagne. Il y a un département, je crois que c'est dans la Haute-Saône, où il me semble que le nombre de jeunes ruraux augmente. Il faut aider notamment des jeunes à aller s'installer en ayant un mode de vie qui, à mon avis, c'est un mode de vie plus respectueux de la nature, de l'authenticité des terroirs. Je pense que c'est l'avenir. Le meilleur exemple actuellement, c'est Cuba, qui était sous embargo russe américain, et qui, le peuple n'avait plus de quoi se nourrir, et s'est mis en autonomie alimentaire tout de suite. Aujourd'hui, c'est les premiers producteurs de bio au monde, quasiment. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut... Et là aussi, si vous voulez, quand j'en ai pas parlé tout à l'heure dans mon truc, mais la France après le Frexit, c'est aussi une France qui rompt avec la logique du toujours plus de fric. Et d'ailleurs, logique du ultra-productivisme qui mène aussi, qui a un impact sociétal avec... vous savez qu'il y a ce drame de l'agriculture française où il y a presque un agriculteur qui se suicide tous les jours, et c'est pas seulement pour des peines de cœur, c'est aussi parce que des agriculteurs qui sont les héritiers de plusieurs générations sur une terre, quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus exploiter l'exploitation qu'on leur a transmise, il y en a qui culpabilisent, et c'est horrible cette situation.
Et puis, il y a aussi autre chose, c'est qu'un peu comme la fin des petits villages, c'est-à-dire que c'est quoi le but de la vie sur Terre, hein? Je suis assez d'accord avec Jérémy, qui entraîne l'ensemble du monde à sa suite, énoncé, pas seulement en matière agricole, c'est aussi en matière de consommation, c'est les produits industriels avec obsolescence programmée, hein. Tous ces téléphones qui sont programmés pour que, au bout de 2 ans et 2 jours, d'un seul coup, le truc... voilà, bon, ça, c'est pas raisonnable. Je ne suis pas sûr, la planète Terre n'a pas les moyens de faire ça. Il y a une vraie révolution à faire dans tout ça. Je suis d'accord avec vous, mais tant qu'on restera, une chose est certaine, c'est que tant qu'on restera dans les traités européens, c'est même pas la peine d'en parler. C'est pour ça, d'ailleurs, au passage, je profite d'ailleurs pour taper sur un parti politique moribond, mais lui aussi, mais qui est Europe Écologie Les Verts. Parce qu'on ne peut pas, c'est un oxymore, comme on dit. Europe Écologie, c'est contradictoire dans les termes. L'Europe, c'est justement l'anti-écologie. C'est tous les traités européens imposent, par exemple, et pas seulement en matière agricole, mais imposent, par exemple, que l'on fasse fabriquer tout en Chine. Des meubles, des lunettes, des jouets, des vêtements, des trucs, enfin quand je dis en Chine, ça peut être au Bangladesh et autres. C'est-à-dire des produits qui ensuite vont être livrés, ça va produire comment dirais-je, des empreintes carbone, ou en tout cas consommer de l'énergie, parce que c'est pas normal de faire fabriquer une commode ou un vêtement ou un jouet à 15 000 km en distance, 12 000 km en distance orthodromique, comme on dit, c'est en ligne droite. Mais quand on prend un porte-conteneur qui passe par tous les détroits de Malacca, de Sumatra, l'océan Indien, le cap de Bonne-Espérance, etc., ça fait 25 000 km. C'est dingue. Hein, donc il y a un moment à partir duquel il faut comprendre que les principes même de la mondialisation totale des échanges est un principe faux. Ça ne veut pas dire qu'il faut se refermer comme une huître, mais ça veut dire qu'il faut faire preuve. Je crois qu'un des maîtres mots des années, des décennies à venir, ça sera, comment dirais-je, autosuffisance et prudence, hein, et parcimonie. Voilà, parcimonie, parce que quand on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, il faut avoir une sagesse collective.